Cet épisode est une présentation de mon commanditaire de la semaine, tout le monde, qui est Bastien Carrière, courtier immobilier chez Remax. Bonjour. Bastien Carrière, c'est un de mes meilleurs amis dans la vie, fait que ça tombe bien parce que c'est quelqu'un en qui j'ai excessivement confiance. Mesdames et messieurs, si jamais vous cherchez une maison ou un plex ou une place pour un chalet pour faire de la location, peu importe, la bonne personne à aller voir, c'est Bastien Carrière. Il se spécialise aussi souvent beaucoup avec les premiers acheteurs, fait que les gens qui n'ont jamais acheté, les gens qui commencent dans le milieu de l'investissement immobilier. Allez voir Bastien Carrière. Et il est surtout, il travaille surtout sur la rive nord, dans les Laurentides, l'endroit d'où je viens, l'endroit d'où il vient. Fait que si jamais tu es quelqu'un qui est sur la rive nord, dans les Laurentides, et t'écoutes Tissé Serré, que tu te cherches une maison, une place où habiter ou un chalet pour faire de la location, la meilleure place où appeler, c'est bastiencarrière.com sur son site internet. Allez voir dans la description, je laisse toutes ces informations-là. Il va vous aider, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Vous allez voir, ça va être facile avec mon chum Bastien Carrière. Mesdames et messieurs, alors merci à notre commanditaire de la semaine. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré. Merci beaucoup d'être là tout le monde. Si c'est ta première fois, merci beaucoup de découvrir des nouvelles choses dans la vie. Merci de faire partie de la bande de Tissé Serré. Mes bons serrés, comme on l'a établi le plusieurs podcasts. Aujourd'hui, épisode sensationnel avec mon bon ami Rolly Assal. Si tu connais pas Rolly Assal, c'est un humoriste, un homme grandiose, un combattant hors pair, et c'est un de mes très, 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 très bons amis. Je suis content d'avoir fait ce podcast-là avec lui parce que on est deux amis très proches qui se voient, qui se côtoient dans la vie. Fait que ça, c'est une discussion qui fait juste partie de notre vie. On jase tout le temps. C'est un humain, honnêtement, incroyable. Puis je suis vraiment content que tu le découvres avec moi aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode, tout le monde, je vous demande, s'il vous plaît, si jamais tu aimes le podcast, parle-en, partage. Si t'es sur Spotify, laisse une petite 5 étoiles. C'est tout le temps le fun parce que ça nous recommande après ça dans les autres podcasts. Vous aimeriez aussi peut-être. Fait que c'est super le fun. Fais de même si tu es sur Apple Balado. C'est sur YouTube, laisse un commentaire. You know what it is. Et puis, mesdames et messieurs, je fais mon spectacle solo le mercredi qui s'en vient, le 21 juin au Bordel Comedy Club. Il reste une poignée de billets. Il reste quelques billets. Si jamais tu venais assister à ce podcast, à ce show solo-là, c'est mon show solo. Je l'aime tellement, mon show solo. Viens le voir. Je suis au bordel en plus, je suis à la maison, je suis à l'endroit que j'aime le plus être au monde. Fait que viens voir ce spectacle-là si ça te tente de le voir. C'est mercredi prochain. Fait que grouille, va sur le site du bordelcomedyclub.ca ou clique dans la description, dans le lien dans la description, va sur mon site Instagram, va sur mon compte Instagram. Si jamais tu ne m'as pas suivi non plus, fais un follow. Mesdames et messieurs, c'est là-dessus. Je veux pas vous faire chier avec mon introduction cette semaine. C'est court, net et précis. Et je vous laisse avec mon invité de la semaine, mon très très bon ami, Rolly Assal. Confident. T'as l'air d'être déconcentré par mes tibias, bro? Non, c'est... À quelle heure je t'ai commencé à te croiser les jambes? C'est de bonnes questions quand même. Parce que, moi, je sais que ça fait un... Bro, c'est quand même vraiment une bonne question parce que je me souviens qu'au secondaire, je le faisais par confort, mais je me disais, si j'ai peut-être l'air gay présentement. Ouais. Parce que quand j'étais au secondaire, j'étais comme c'est clairement gay. Se croiser les jambes parce que j'étais comme tu squeezes ça veut dire que t'as un petit pénis parce que tu squeezes. Puis un moment donné je me suis mis à le faire parce que tu fais comme non là, dans la vie tu peux pas être comme ça non plus, tu sais. C'est ça. Puis il y a quelque chose que j'aime pas d'être vraiment écarté parce que je trouve que ça met un effet de dominant-dominé. Ouais. Tu sais, mettons je reçois quelqu'un, surtout quand je reçois, mettons, une femme au podcast, si je suis comme ça, surtout en short, là, présentement, j'étais en short pour les gens qui écoutent en audio, mais si je suis comme ça, je trouve que ça envoie un signal un peu de comme j'aime pas ça. Un manque de délicatesse, comme ça, je trouve. Ouais. Manque de? C'est un manque de délicatesse. Oui. C'est vrai que c'est pas que délicat. les hommes, on peut souvent avoir par moment. Mais tu sais, dans vingtaine, de même? Dans la vingtaine, t'étais De même?
croisés, mais pas trop. Mettons 26. Croisés, genre. 26-30, c'est comme. Genou, cheville. Ouais. Genou, cheville. Ouais. Puis là, Puis là, en vieillissant tranquillement, de la trentaine. on resserre. Ouais, tu resserres, puis t'es plus, tu sais. Puis là, t'as bientôt 40 ans, fait qu'il va se passer quoi à ce 40. moment-là? Les 2 mains sur le genou. J'adore, Esti. J'aime ça. Mais non, mais moi, ça a pris du temps aussi quand même, on dirait. Je sais pas. Mais ça, là. Ça. Ce petit Puis mouvement-là. j'ai su que ça s'appliquait pas juste à moi quand j'ai vu Adib souvent le faire. Là. Mais non, Adib, tout le monde même- le fait, putain. Adib. C'est juste mon père qui est comme tout le temps comme. Non, c'est pas vrai. Ah, Rolly à salle, mon chum Rolly, mon frère, mon grand frère. J'ai comme l'impression que t'es. Brother from another mother. Oui, pis t'es vraiment d'une autre mère complètement. Là. On n'a vraiment pas le même background. Fait que c'est comme. On se rejoint, puis c'est comme. Putain, on n'a pas la même vie. Non. Mais on se rejoint, toi pis moi. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait que moi pis toi on s'entend bien, bro? Une forme de maturité, d'ouverture, de curiosité. Je pense Le que sexe. Le sexe. beaucoup de- Imagine, gros Le silence. sexe, c'est bon. Le cul, hardcore. C'est sûr que ça nous resserre. Ce podcast-là, j'avertis, ça va être complètement imbécile. Ça va risque. commencer par. Ben, premièrement, moi, j'aime ça parler du fait que, tu sais, on est des bons amis sur le podcast, puis on a passé la journée ensemble. Ouais, Déjà. la matinée déjà. La matinée, on s'est entraîné à la boxe, puis j'ai commencé à faire de la boxe De la grâce gymnastique. à Rolly. Ouais. Parce que Rolly est un combattant Muay Thai assez solide. Quand est-ce que tu as commencé à faire ça? On enregistre là? Eh oui, c'est commencé. C'est commencé, mais c'est parce qu'il n'a pas dit. Tu sais, je veux dire. C'est subtil, hein? Non, mais c'est subtil. Il y a, non, il y a- 5 minutes, tu pleures. il y a 2 minutes, c'est comme on n'enregistre rien, vous parlez dans le vide, puis là, ben. On parle déjà de. On parle de pétage à gueule. De quand Ça j'ai commence commencé à comme ça, péter mon les gars, smooth gueules? and- 5 smooth ans and maintenant? easy. Ça fait 5 ans? 5 ans? 5 ans que j'ai commencé à faire le Muay Thai. Tu connais le Muay Thai quand même? C'est un peu. Ben, je te l'ai je- expliqué, moi je te l'ai expliqué un peu, là, mais Ouais. tu comprends-tu un peu la science du. Ben, c'est thaïlandais. Ouais. Je sais que c'est thaïlandais. Je sais que c'est des gens dangereux qui font ça. Je sais que si. Ils font ça depuis l'âge de 5 ans. Si tu fais chier un Thaïlandais qui fait du Muay Thai, Ça va surtout mal des vite. Thaïlandais, tu vas peut-être recevoir un coup de pied dans le visage sans le voir Ouais, arriver. automatiquement, tu deviens un tronc d'arbre et eux brisent le tronc Un d'arbre. bambou. Tu deviens un gros bambou, crise là, de puis- bambou. Caca! Il traverse le bambou. Ouais. Asti que j'aimerais pas ça. Honnêtement, je sais pas avec qui que je parlais récemment d'un ami qui est allé en Thaïlande. Genre pack-sac, là, tu sais, un voyage sac à dos, genre. Puis. Ah oui, c'est ça, c'est mon ami Félix Perron, me semble. Félix, si jamais t'écoutes, je te salue. Ils sont allés en Thaïlande, me semble, eux autres, une gang d'amis. Puis il y a eu un espèce de pognage un moment donné dans un bar. Oups, là. Puis là, il s'est comme fait mettre la main sur l'épaule, puis il s'est fait dire hey, you don't do that. Non, Don't do non. that, go home, Faut don't do that. Puis il Faut était pas. comme, ben pourquoi? Tu sais, des vieux Québécois, en Le plus, gars de zéro en le gars de shape. Saint-Géron, hey, pourquoi tu m'as collé c'est une? Non, non, c'est. Non, non. M'a tué, toi! Ouais, non. C'est parce que le temps que tu finisses ta phrase, tu vas avoir un orteil direct dans l'œil. Comme un matin, je te disais, tu reçois un genou d'en face. Un genou d'en face. Un genou? Comment ça? Il se rend? Ça se rend, ça? Ça se rend, ça. Me semble tu... Le genou se rend solide. Là. Mais toi, tu y vas peut-être en Thaïlande, là, en septembre, te battre? Ouais, moi je vais. Honnêtement, le combat me fait peur un peu. J'ai peur de. Non, attends. Attends, je vais te dire pourquoi le combat me fait peur. Il me fait peur, pas physiquement me faire mal, ou. Il me fait peur plus au niveau des assurances. Je me suis dit, Chris. Comment t'expliques ça à Croix-Bleue? Que... Ils sont comme, non, mais les assurances sont comme, oui, tu sais, pour eux autres, c'est un voyage normal, mais je peux pas leur dire que je m'en vais là comme faire un camp d'entraînement de 3 semaines puis faire un combat contre un Thaïlandais qui a déjà 25 combats puis moi j'en ai 0. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Je m'en vais en voyage. Avez-vous des vaccins? Ben. Avez-vous un vaccin contre des Thaïlandais enragés qui risquent de me péter à la gueule? C'est Non? pas une joke. Depuis une couple de jours, c'est ça mon souci. C'est genre. C'est tellement drôle. Il faut que je m'assure. Crime, admettre. J'ai pas peur de me briser. Ça me fait peur de me briser le tibia, mais en même temps, d'un coup, je Il me se passe dis. quoi? Il se passe quoi, admettons? Comme, Ok, combien gars. ça coûte? Mettons, je me bats. Je me brise le tibia. Ah, shit, c'est le plate, j'ai perdu le combat. Là, il se passe quoi, là? Mais là, je pense quoi, là? Comme j'ai pas d'assurance, Je j'ai m'en vais rien. où, là? C'est comme. Je m'en vais où? Puis, tu sais. Non, il faut la Peux-tu le croix. dire, tu sais, à la compagnie d'assurance? de, T'es-tu hey, malade? Tu peux pas dire ça. Mais non, ils m'en vont Hey, je faire m'en un vais. combat. Ils sont comme, hein? Quoi? De 1, se battre, non. De 2, en Thaïlande, contre un Thaïlandais, t'es-tu fou? T'es qui, toi, Chris? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça Je marche suis pas. humoriste. Quoi? Je comprends rien de ton métier. J'ai des doutes, mais tu sais, bon, c'est un projet que je veux quand même
me rendre jusqu'au bout. Du moins, c'est sûr, le camp d'entraînement, c'est sûr, je le fais dans un bon gym en Thaïlande. Je veux revenir ressourcé. Ouais, je vais améliorer ma technique. Je sais pas, là. Ressourcé. Je pense que tu vas revenir avec une coupe de poc et tu vas être comme des très beau dans le T'as-tu pris 30 livres? Mais non, c'est de l'enflure. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, moi, ne serait-ce que pour l'anecdote, je le dis tout de suite maintenant. Sûr. Rolly, tu t'en vas en septembre, tu vas faire ton combat, c'est plate à dire, mais tu vas le faire, je suis désolé. Et tu vas revenir faire Tissé Serré, #2, épisode 2. Épisode 2, après mon combat. Je veux que tu sois complètement décollé ici, mais je veux pas que tu te blesses, là, mais tu sais, dans le sens que je veux que le thumbnail du podcast, ce soit toi, avec une dent, tu croches, puis c'est comme l'épisode du combat. Tu sais que c'est religieux là-bas, là, c'est la religion là, pour eux. Le Muay Thai, il y a des documentaires là-dessus qui sont faits sur Netflix sur comment c'est un univers de gambling depuis la nuit des temps. Ils mettent des paris là-dessus. C'est un sport qui est très aussi biaisé, qui a été contrôlé par la mafia aussi. Fait que tout ça pour dire que chaque combat, peu importe le niveau que t'as, ils font quand même un poster pour t'annoncer, tu comprends? Comme, moi, je serais sur un poster avec le petit drapeau du Canada, de même en chest, comme ça, genre, avec le bandeau, le Muay Thai, de même. À côté, j'ai un Thaïlandais avec un 12-pack. Puis le poster t'annonce que ça va mal virer. Ah, fuck. Eux autres, ils voient juste le drapeau du Canada. Eux sont comme, ouais, c'est un petit Canadien. This crazy guy. Ils vont pas aller voir ça, mais on va tout parier sur le Thaïlandais. Il y a des paris sur tout le monde. Comment ça fonctionne? Explique-moi. C'est comme eux autres, c'est leur sport. Là, tu m'as dit que la mafia qui organisait ça? C'est pas tant que la mafia l'organise, mais tu sais, ça, je l'ai vu dans un documentaire qui l'explique quand même assez bien. Ça devient un peu comme de la surconsommation. Fait qu'ils traînent les jeunes très, très, très vite, beaucoup, au point où ça donne des combats quand même assez intéressants pour qu'ils puissent parier sur ces jeunes-là qui, eux, n'ont pas un peu ce sens de jugement-là, de savoir un peu ce qui se passe. Ils peuvent, en anglais, on dit bribe, donc acheter des arbitres pour faire gagner le côté rouge ou le côté bleu. Puis il y a des gens, évidemment, autant de la mafia que des gangsters qui mettent des paris là-dessus puis qui s'arrangent pour faire le plus d'argent possible. Puis plus tu augmentes de niveau, plus qu'un jeune qui se développe bien, puis tu le suis, plus les paris peuvent monter sur lui, puis plus sa carrière peut devenir... C'est ça, ça peut être rocailleux pour... Man, tu peux tomber dans une spirale. Tu tombes dans une spirale, ouais, c'est ça. C'est rough quand même. C'est un art martial qui est très complexe parce que tu utilises tous les points de contact possibles que ton corps peut te donner, sauf la tête. Fait que les coudes, tu sais, ce matin, on a commencé à faire des coudes ensemble, les coudes, les jambes, les tibias, les genoux. Fait que tous ces points de contact-là qu'on n'utilise pas nécessairement en kickboxing ou en boxe anglaise, en Muay Thai, on l'applique. Au Canada, c'est illégal. Je sais pas si c'est au Québec ou au Canada au complet, que les coudes dans les combats amateurs sont illégales. C'est une bonne question. T'es-tu game de checker, Ali? Juste, je serais curieux de savoir... où les coudes sont illégales au Canada ou juste au Québec, les coups de coude... Ali doit avoir une drôle d'historique. À chaque fois qu'on finit les combats. Les combats, les podcasts. Mais ouais. Puis, il y a un des journalistes de RAD que j'aime bien, j'ai oublié son nom, mais c'est un des journalistes principaux qui a fait un mini-documentaire sur lui. Il a décidé de faire des sports de combat, bref, de la MMA qu'on appelle, là, du Mixed Martial Art, pendant 30 jours. Essayer de briser le mythe de qu'est-ce qu'il y a derrière le MMA. Est-ce que c'est juste des gars qui ont juste le goût de se battre, qui ont la testostérone dans le tapis, ou il y a un art fondamental derrière ça qui est complexe, puis qui est géré par une discipline physique et mentale indéniable. Puis lui, il a voulu voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. Que c'est pas juste des gars avec des gants qui veulent se taper dessus. Puis il est sorti de là, puis de ce que j'ai entendu récemment d'un gars qui le connaît, il en fait encore jusqu'à aujourd'hui. Il en fait encore, c'est rendu sa discipline. Je sais pas s'il fait du Muay Thai ou qu'est-ce qu'il fait exactement ou s'il fait du MMA, donc du Jiu-Jitsu. Il a continué à faire ça. C'est quoi la réponse, Ali? Les coups de coude, ça a l'air chill. C'est juste les coups de tête puis les coups d'épaule qui sont interdits. Okay. What the fuck, les coups d'épaule? Ouais, les coups d'épaule, tu peux faire un coup d'épaule? Je sais pas. Non, c'est le coup le moins... C'est le coup, on dirait que tu peux le moins craquer, genre. Je suis convaincu au Québec, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de gyms puis il y a beaucoup de personnalités connues dans l'art de se battre au Québec, dans l'amateur, qui sont en train d'essayer de mettre de la pression sur François Legault pour non seulement rendre ça un peu plus... C'est con, là. François Legault, il reçoit des emails de genre, on peut-tu donner des coudes, lui? Il comprend rien là-dedans. Il est comme Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de donner des coudes?
Parce que si tu mets pas cette règle-là, on t'en calisse une, François, c'est clair? Fait que, ouais, c'est ça. Mais pour revenir avec ce que tu disais du gars de rad, tu sais, je sais que, tu sais, Michael B. Jordan, là, le gars qui a joué Creed. Je sais que lui, dans le fond, quand il a eu le rôle, il a commencé à faire de la boxe. Oh, Chris, tu joues un boxeur, t'as pas le choix. Là. Tous les acteurs qui jouent des boxeurs ou qui font des sports tels, t'as pas le choix de faire ce sport-là. Là. Même John Wick, le gars Keanu Reeves, il a fallu Chris qui s'entraîne à tirer du gun. T'sais, un moment donné, tu peux pas faire semblant que tu sais tout. Et lui-même disait, après le premier film, il était comme c'est impossible que j'arrête de faire ce sport-là. Il a continué à faire de la boxe. Il y a une piqûre qui se crée. Tu commences à challenger un peu ton corps, à savoir à quel point tu peux le pousser. Tu te blesses, tu guéris plus vite maintenant. Comme c'est vraiment un processus assez fascinant de comment que tu peux entraîner ton corps à y faire des trucs. Sans dire qu'ils font mal, c'est vraiment une discipline qui rend en forme, mais c'est aussi. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un art martial, que ce soit du karaté ou du muay thai, c'est que tu es capable de prendre tout ce que tu connais au maximum d'un art martial et de pouvoir, pendant un combat ou pas de combat, rien dans le vide, de pouvoir illustrer quelque chose de beau. Donner un kick, c'est beau. Donner un coup de poing, c'est beau. Donner ce qu'on appelle un flying knee, tu voles dans les airs, tu donnes un coup de genou, tu regardes quelqu'un faire ça, tu fais comme comment qu'il fait. Ouais. Ben, on dirait des sauterelles. On dirait des sauterelles. Ben, moi, personnellement, mettons, là, ça fait 2 fois. Là, c'est ma 2e journée de boxe. Slash Muay Thai, dans le fond, qu'on fait. Moi, personnellement, mettons, comme amateur, parce que la première fois que j'ai fait de la boxe, je sais pas, je l'ai déjà dit ici au podcast, mais j'ai vomi dans une poubelle dans le milieu du gym, j'ai collé mon camp. Fait que ça a été ma première expérience. Mais je trouve personnellement ce que j'aime beaucoup de ça, puis moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment s'entraîner au gym parce qu'ils aiment lever des poids et être dans leur bulle. Moi, j'aime pas ça. Moi, ça me prend une affaire de plus. Pas capable. J'ai fait du sport d'équipe, tout ça. Puis je trouve que la boxe, l'affaire qui est le fun, c'est que je trouve que c'est le mariage entre le sport individuel et le sport d'équipe. Parce que quand tu rentres dans cette... Premièrement, c'est fucking beau, là. Long, où est-ce qu'on est, là, Jean Talon. Fucking beau, là. C'est fenestré, bord en bord. C'est grand. Puis le monde sont polis, le monde sont super sympathiques. Une affaire que je ne pensais pas. Moi, je pensais que tu rentrais, puis c'était justement testostérone, moi je frappe dans des sacs, toi t'as l'air de quoi, le loser? Fuck all. Tout le monde est fucking respectueux, tout le monde comprend que c'est un art, tout le monde comprend qu'il commence. Tu sais, qu'il y en a qui sont bons, qu'il y en a qui sont moins bons. Puis ce que j'aime aussi, à date, c'est qu'entre la première journée et la deuxième, j'ai déjà vu des améliorations de ma part de oh Chris, quand j'ai fait ce combo-là, je l'ai vraiment mieux eu. J'étais content. Fait que j'aime ça plus que oh! Quand j'ai élevé mes dumbbells, je les ai élevés, ils ont plus lourd. Ouais, ou juste je lève 5 livres de plus pour 8 répétitions. Je respecte ça, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as commencé à faire du Muay Thai il y a 5 ans? Moi, c'était... moi, j'ai toujours été un fan d'art martial. Tu sais, comme tout jeune, mais j'écoutais des Bruce Lee, j'écoutais tous les films de... Il y a un film qui a changé ma façon de voir les Thaïlandais, là, ça s'appelle Hong Bak. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Tu m'en as parlé, mais c'est un film qui était sorti dans les années 2000, genre 2007. Hong Bak. ONG, Terre d'Union BAK. Ils en ont fait 2. Le premier, c'est ce qui a fait découvrir un peu c'est quoi le Muay Thai dans le cinéma à la Hollywood un peu. Là. C'est un gars qui, justement, il utilise ses coudes, c'est un maître Muay Thai, ses kicks, là, ses genoux, puis il détruit genre la mafia partout dans la ville, mais toutes les scènes d'action sont hyper bien orchestrées. Parce que le gars, il en fait. Parce que le gars, ben oui, c'est sûr. Je me demande s'il y a un Thaïlandais qui en fait pas. Ils font tout, tu sais. Ouais. Ils maîtrisent, là, je sais pas c'est qui lui dans la vie, là, c'est un acteur très connu en Thaïlande puis un peu partout maintenant. Là. Mais des cascades phénoménales dans les années 2000, tu vois ça, tu fais c'est quoi ce sport-là? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est ça, j'ai le goût de faire, tu sais. Mais pourquoi j'en ai pas fait... J'ai commencé ma carrière d'acteur. Là, j'ai commencé ma carrière d'acteur. Hey, honnêtement, moi, demain matin, tu me dis... Tu sais, maintenant que vu que je fais un peu plus d'acting pis tout, là, tu me dis... Il y a une fiction documentaire, mais en forme fiction sur la vie de Georges Saint-Pierre. Parce que je jouerais là-dedans, moi. Tu jouerais Georges? Ah, man. je jouerais... Pour les gens qui écoutent le podcast en audio, Rolly est un jeune arabe avec des cheveux Georges extrêmement joué par une minorité visible. Genre comme... Mais honnêtement, je trouve Georges Saint-Pierre, c'est un arabe dans le fond, dans le film, dans la fiction. Comme. Imagine. T'imagines? C'est incroyable. Tu sais, le message qu'on dit au début, genre comme les personnages... c'est des personnages fictifs basés sur une histoire vraie. Georges Saint-Pierre est arabe.
Et qu'est-ce que je trouve qui est manquant, sérieusement, puis je trouve qu'il en manque beaucoup du bon cinéma d'action, c'est que d'un, ça coûte fucking cher, là, on s'entend, puis au Québec, on n'a pas cet argent-là. C'est pour ça que... Quoi, t'as pas aimé Nitro? Oui, j'ai trouvé que les boucles d'oreilles à Martin étaient super belles. Mais c'est parce que, pour les gens qui ne le savent pas, qui écoutent le podcast, mais il y en a qui le savent, là, mais ça coûte fucking cher faire des films d'action, là, faire flamber un char, faut que tu le fasses une fois, sinon c'est ça coûte cher. Au Québec, avec le budget qu'on a, c'est très difficile, mais aux États-Unis, un John Wick 4, là, c'est ça, à Paris, genre. C'est rapide et dangereux, ils sont rendus au 10e, puis même eux autres, ils trouvent ça drôle. Ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire le film Vin Diesel against Superman. Ah ouais, ça serait drôle. C'est comme... Les autres, ils construisent des buildings de 30 étages juste pour crisser un char dedans. Bon, c'est bon, on peut le détruire. Alors, on va louer Khalifa là, à Dubaï, mais on va se coller ça en bas. OK? Ouais. Go! On veut un homme chauve avec des tatous tribales qui joue dans ce rôle-là. Mais nous, on peut pas faire ça, Chris. On n'a pas une crise de scène. Puis c'est qui l'homme chauve? C'est Sylvain Larocque. Avec qui? J'ai rien contre Sylvain Larocque, mais calé, ça serait fucking drôle. Ça serait drôle, honnêtement, en ce moment, si le bye-bye nous écoute puis décide de faire un rapide et dangereux 10 puis qu'ils veulent prendre Vin Diesel, prenez Sylvain Larocque. Prenez Sylvain Larocque. Faites-y faire un jump de char de débile. Là, mettez Pierre-Luc Gosselin qui va faire des effets là-dedans. Là, ça serait incroyable. Mais un vrai film d'action, mais comme de combat, ça serait le fun. Puis tu serais un bon acteur pour jouer là-dedans. Ben oui, je pourrais. Il y a certainement des rôles là-dedans ou des rôles secondaires. Là, mais honnêtement, moi, c'est la question que je me pose, c'est qui va mettre la main sur le biopic de Georges Saint-Pierre? Parce que sa carrière, lui, elle a été phénoménale. Il y a un documentaire qui s'est fait sur lui, par exemple. L'ADN de champion. Oui. Je sais pas par qui que ça a été fait, mais je l'ai même pas écouté. Je sais pas c'est par qui. Puis je me sens vraiment mal parce que c'est un documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est un documentaire qui m'a quand même marqué parce que c'est vraiment un fucking bon documentaire de sport. Christian Manchester. Merci, Ali. Christian Manchester. On le salue. Je sais pas c'est qui, mais merci. Mais un vrai film sur Georges Saint-Pierre avec un acteur qui joue Georges. Ça serait quand même chill. Ça serait. Il y a un producteur en quelque part qui va mettre sa main là-dessus. Ça va être des Américains ou des Canadiens, je sais pas. Faudrait que ça soit américain. Malheureusement. Je pense que oui. C'est plate, mais ça serait meilleur. Puis je pense qu'il faudrait que ça soit axé sur le début de sa carrière. Sur genre lui. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Adolescent. Tu sais, je veux dire, mais lui, j'ai des vidéos de lui, genre, il y a 8 ans, puis je sais pas, il y a quelle ceinture de karaté, là, mais. Il y a des vidéos sur YouTube, allez voir ça, tu sais. Georges Saint-Pierre, 8 ans, karaté. Georges Saint-Pierre, karaté, puis il est comme. Georges Saint-Pierre! C'est mon premier! 12e kata! 3e dan! Il a genre 13 ans. Il a genre 13 ans, il est 3e dan. Tu fais, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Il a des cheveux en cœur comme Nick Carter. Il est comme 3e dan! 3e référendum! Georges Saint-Pierre! 1995! J'ai dit oui! Ma tune préférée! Répondeur des Fortins! En tout cas, c'est crissement drôle. C'est fucking drôle parce que pour ça, tu deviens une légende là, complètement. Ouais. Recevoir Georges Saint-Pierre sur mon podcast, ça serait un asti highlight de ma fucking vie. Peut-être que là, vu que t'as comme quelqu'un qui connaît bien le Muay Thai, on lance l'invitation. Georges, Georges, si t'écoutes ce podcast, ça nous ferait un plaisir à venir discuter avec toi. En fait, Jay, ça lui ferait plaisir de venir parler de ta vie. Moi, je vais m'asseoir direct à terre. On me verra pas dans le cadre, mais je vais être là à te regarder puis à t'admirer fondamentalement. C'est-tu un de tes idoles, Georges? Il est devenu idole. Ben, au moment où j'ai découvert la UFC, évidemment que tu découvres la UFC, la première chose que tu veux suivre, c'est Georges Saint-Pierre. Fait que je l'ai découvert un peu dans sa carrière. Pas au début, pas 2006, mais 2009-2010, là, j'étais comme, OK, mais ce gars-là, c'est un maître de ce qu'il fait, mais c'est surtout un combattant. Pourquoi il est si vénéré que ça? Il maîtrise toutes les techniques du mix martial arts comme de façon impeccable, que ce soit le Brazilian Jiu-Jitsu, le karaté, même son Muay Thai est impeccable, tout ça mis ensemble, ce qui est un peu ça fondamentalement du MMA, c'est que du mix martial arts, tu es capable de tout faire
pas juste des coups de poing. Là. Puis de deux, c'est son cœur vaillant puis son humilité. C'est un combattant qui rentre, qui a le plus grand respect de ses adversaires. Il te salue, je veux dire, un peu plus, il arrive, il donne des fleurs à tout le monde. Là, c'est comme, il est full respectueux. Puis il est conscient que c'est un sport de combat violent, mais qu'autour de ça, il nous démontre que finalement, il y a un art derrière tout ça, puis que c'est dangereux comme combat, mais il y a beaucoup plus dangereux autour de nous qu'un combat dans un octogone. T'sais. Oui, ça fait mal, mais faire des sauts en motocross, 20 pieds, c'est pas violent pour personne, mais la bêche est violente quand tu tombes puis tu tombes de ta motocross. Ouais. Fait que ça reste quand même des sports dits dangereux. Mais c'est dangereux en fait, mais tu sais, Georges Saint-Pierre, il disait que l'aspect de son métier, dans le fond, son sport qu'il aimait le moins, c'était le combat. C'est le combat. C'est ce qui lui faisait peur, puis c'est ce qui stresse, évidemment. Puis, mais du moment où tu rentres, c'est fucké, ça. C'est fucké. Le meilleur, mettons, je vais pas dire au monde, parce que ce moment, il est peut-être plus le meilleur parce qu'il s'entraîne plus, mais tu sais, ça doit être Khabib ou un enfant même. Mais tu sais, le gars qui a été au top de son sport, comme Gretzky, là, dans le sens où c'était le Gretzky de son sport, aimait pas son sport. Je crois qu'il aime, mais l'aspect combat. L'aspect de tuer ton adversaire. L'aspect de tout mettre ce que tu connais pour éliminer ton adversaire de la façon la plus vite et la plus, malheureusement, violente possible. Je crois pas qu'il aimait pas ça. Je pense que ça le stressait. Mais du moment où tu commences le combat commence, je pense que l'adrénaline embarque, puis tu y vas à fond. Puis je pense que s'il aimait pas ça, il l'aurait jamais fait. Ouais. C'est un peu le stress que nous, on vit quand on arrive sur scène ou... ça peut être stressant quand même. Tu arrives, tu ouvres le théâtre Saint-Denis, il y a 2000 personnes. Quelqu'un te dit, puis comment tu te sens? Probablement que tu vas dire, ouais, j'ai hâte d'embarquer, mais je suis stressé. Il y a un petit 2-3 minutes là, où tu fais comme. Rapide, il dure pas longtemps. Pourquoi je fais ça? 2 minutes, là, c'est même pas 30 secondes. Pourquoi je fais ça? Ton nom est Rolly à la salle. T'embarques sur scène, tu vois le monde qui t'accueille, tu fais, OK, c'est pour ça que je fais ça. Puis dès que tu as le premier rire, tu fais c'est exactement pourquoi je fais ça. Fait que lui, je suis convaincu que c'est la même affaire. Là. On y met ça en dessous, là, on check s'il n'a pas caché un bâton dans son jackstrap. T'es safe, t'es légal, t'as pas de lame de rasoir cachée. On te beurre ici un peu de lame, comme t'es prête, t'embarques dans le ring. Un peu comme en humour, ça doit être genre. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'avais juste hâte, que j'étais stressé avant de faire des shows parce que j'avais juste hâte d'être en train de le faire parce que genre quand je suis en train de le faire, je suis en maîtrise de ce que je fais puis j'aime cette danse là, tu sais. Fait que j'imagine que c'est un peu de même aussi en combat de c'est stressant parce que tout le hype autour puis le truc des médias puis rencontrer puis dire je vais péter à la gueule blablabla toute cette game là, ça stresse mais après le premier coup de poing là, quand tu rentres dans la mécanique puis dans le jeu d'échecs, tu dois tellement même pas penser à ça me stresse présentement, j'ai peur. Tu dois être juste en mode comment je fais pour pas moi me laisser pogner ou comment je fais pour le pogner. Exact. Lui, ou la première fois qu'il le met au sol, c'est un peu comme qu'il réussit à le mettre au sol. Puis il fait OK, je viens de catcher une mécanique contre mon adversaire qui fonctionne. Nous, c'est notre premier gars qui rentre, les gens rient, tu fais ma mécanique elle fonctionne, je suis plus inquiet pour le reste. Si cette blague-là rentre, tout va bien aller jusqu'à la fin, tu sais. J'aimerais ça qu'on parle de toi, Roll, parce que tout le monde pense que je suis violent en ce moment. Tout le monde est comme lui puis Georges Saint-Pierre, deux personnes complètement semblables. Non, mais ce que j'aime le plus de toi, c'est que t'es quelqu'un qui a fait calissement d'affaires. T'es un de mes amis qui a fait le plus d'affaires ever. Puis ce que je trouve fucking drôle, c'est que tu m'en apprends une à chaque fois. Et la plus drôle que j'ai su récemment, c'est toi qui me dis ouais, j'ai déjà eu un band. J'ai eu un band. Un band d'emo. J'ai drummé longtemps, man. Un gros fan de Billy Talent. Puis j'avais des amis avec qui on refaisait toutes les tunes de Billy Talent. Je me mettais des bandes, des petits wristbands. Les wristbands pour s'essuyer le front. J'avais un t-shirt serré de Billy Talent. Serré, je savais même pas comment je le remets avec. Là. Tu te passais le fer plat? Ouais. Attends, c'est combien de secrets à la fois tu veux qu'on démystifie? Il nous reste à peu près 55 minutes. Fait que on en a beaucoup. Fer plat, on va mettre ça de côté pour l'instant. T'étais qui, toi, au secondaire? T'étais qui à 17-18 ans? Rolly à salle, c'était qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie? Ouais, Rolly de 15 à 20, c'était quelqu'un de complexe. Ouais? Ouais, moi 15 à 20? Ouais. C'est comme si
j'avais des choses que j'avais envie de faire, mais que j'étais pas game de faire. OK, comme. J'étais dans une période où c'était difficile de m'aimer comme j'étais. T'sais. J'étais vraiment littéralement en train de me découvrir. Mais c'est comme si le modèle de base de quoi je venais, je n'aimais pas grand-chose. Okay. J'avais de la misère à... Chris, si on dirait qu'on était au podcast Tout le monde saillit, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. T'es vraiment pas à ce place-là, en fait. T'es vraiment pas Tout le monde saillit, c'est calissement plus hot. Ici. À 15 ans, j'étais le petit quiet of the group. Tu sais, j'étais pas... je suis hyper extraverti en groupe, mais quand même assez introverti. Je me rends compte que je suis quelqu'un de plus d'introverti que d'extraverti, mais j'ai vraiment une aisance à parler avec du monde. Là, mais plus jeune, j'étais introverti, puis j'avais le goût... Passion phénoménale pour le cinéma. Moi, j'avais le goût d'être un acteur. Puis je travaillais là-dessus, mais là, vu que je viens d'une culture assez rigide, mes parents ne voulaient pas que je sois acteur parce qu'ils trouvaient que c'était un job de merde. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est comme si c'est pas payé. Ils ont raison. Encore aujourd'hui, pourquoi tu continues à essayer là-dedans? Chris de job de cul. C'est pas vrai. Attends, ça, c'est intéressant, par exemple. Parents, ton père est égyptien? Père syrien, mère égyptienne. Les autres sont arrivés avec leur culture quand même assez rigide. C'est pas ton père, ça, que tu me disais qu'il était venu Chris en canot, genre? Mon père est venu après la guerre. Mon père a fait la guerre des 6 jours. Oh, fuck. La guerre des 6 jours. Là, la guerre qui a confronté l'Israël contre la Syrie puis l'Égypte se sont mis ensemble. Puis là, il y avait comme un mélange de guerre de territoire puis de possession de je sais pas quoi exactement que l'Israël a gagné de mémoire. Elle a duré 6 jours, vraiment. Là, puis elle était quand même assez sanglante. Là. Quand tu regardes les stats des 10 000 soldats blessés, des affaires de même, mon père, lui, l'a fait. Puis il est sorti il a été à la guerre, ton père? Oui, mon père a fait la guerre. Il a fait cette guerre-là. Ton père a tiré des gens, genre? Mon père a un passé quand même assez obscur que j'ai jamais eu la chance, malheureusement, d'aller creuser dedans. Puis on dirait que même si je voulais creuser dedans, c'est comme si ce passé-là était son dû, puis que maintenant, au moment où il a traversé l'Atlantique puis qu'il a créé sa nouvelle vie, ben que ce passé-là, pas qu'il n'y avait plus d'importance, mais c'était juste comme un chapitre, un livre fermé, mettons. I guess qu'il essayait d'oublier cette espèce de passé-là. Ça doit pas être très, très jojo, là. Je pense pas, non. Mais encore là, j'ai de la misère, là. Tu sais, je vois des photos de lui, genre, avec un gun, puis tout, avec sa gang. Ils sont hyper souriants, puis tout. Je fais comment, tu sais, t'as fait l'armée. Ça avait l'air fun, tu sais, mais je pense qu'il y a des dessous de ça qu'il a vécu, puis que c'est comme... On ne sait pas. Don't know about it. Don't know about it. Il est encore, he's alive, on dirait qu'il est en vie. Il a passé à travers, je sais qu'il a passé à travers des affaires un peu weird, mais j'ai pas les détails. Je pense que c'est correct comme ça. C'est un truc culturel aussi, beaucoup, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'amis, puis j'ai jasé avec beaucoup d'humoristes aussi qui viennent d'une différente culture familiale, tout ça, que une fois, souvent, parce que toi, t'es immigrant de 2e génération, dans le fond. Ouais. Fait que tes parents sont arrivés ici. Ouais. Y a-tu un truc là-dedans de hey, on a fait tellement d'efforts pour calisser notre camp puis offrir, I guess, un meilleur mode de vie à nos enfants que tout ce qu'on veut, c'est que le meilleur soit devant. Ouais. Puis c'est pas important d'où on vient réellement, mais c'est où est-ce qu'on est présentement. Y a absolument. Je suis persuadé qu'il y a ça. Mais en même temps, il y a aussi une nostalgie qui vient avec ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que on pense qu'on arrive ici pour le mieux, mais on se rend compte que c'est pas nécessairement facile. Tu élèves des enfants. Nous, on a été élevés, on n'avait pas beaucoup d'argent, on faisait du mieux qu'on pouvait. Puis je pense que ce qui nous a bien sauvés, c'est la façon que mon père, surtout, a voulu qu'on s'intègre phénoménalement bien au Québec en général, au système scolaire, à nos amis, à quoi que ce soit. Il nous a jamais limités. Fait qu'il nous a, que ce soit des inscrits dans des cours de sport, de faire de la natation, mon père m'a tout donné, les outils nécessaires pour que je puisse me sentir inclus, du moins dans la société québécoise. Puis en échange, ça a marché parce que on m'a donné cet accueil-là de ma maternelle jusqu'à aujourd'hui. Fait que, puis mon frère, ma soeur, même affaire. C'était plus dur du côté de ma mère parce qu'elle arrivait avec un peu sa philosophie puis ses valeurs à elle que genre, non, mais tu sais, même si on est au Canada, les choses devraient pas être comme ça.
Fait qu'il y avait un clash de culture où, genre, tu quittes pas chez tes parents avant de te marier, fait que tu restes longtemps, t'as pas de blonde, t'as pas... Tu sais, t'arrives vraiment avec un livre avec des valeurs culturelles et religieuses qui viennent, moi, contrer les valeurs québécoises que mon père, lui, en même temps, essayait de me donner, tu sais. En même temps. Fait que là, ça clashait. Fait que là, j'étais comme dans deux mondes. J'étais comme, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? À qui je parle? Puis là-dedans, tu devais avoir des amis québécois de souche. Ben, j'avais les deux. Qui étaient mais comme... Exact. Qui c'était zéro la même Fait que c'est pour ça que ça revient à la question que tu m'as posée. T'étais comment il y a 15 ans? Mais moi, depuis que j'ai commencé l'école, cinquième année, maternelle, 5 ans, j'arrive là, je fais OK, c'est parce que moi, ça fait 5 ans que je suis dans ma maison puis je perçois quelque chose complètement différent. La bouffe est différente, la langue est différente, la façon que ma mère me dit de me comporter est différente. Tu sais. J'arrive là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que je peux faire, mais que ma mère me dirait que c'est pas bon? Tu sais, là, l'univers dans ma tête s'est divisé en deux. Oh, 5 ans. Puis là, je commençais à apprendre le français parce que le français, je le connaissais pas. Je l'ai appris à l'école. Tu connaissais pas le français à 15 ans? À 5 ans. À 5 ans? Non. J'ai appris l'arabe, l'anglais. Arabe, anglais? Ouais. Puis le français, c'est mon père qui dit, c'est pas je vais t'aider. C'est pas moi le meilleur pour te l'apprendre. Fait qu'il c'est le Québec. C'est leur langue. Puis, il m'a pas inscrit à une école en anglais. Là. Il est comme, non, c'est le français, tabarnak. Il a pas dit tabarnak. Bon? Il a dit tabarnouche. C'est le français, tabarnouche. Le français, tabarnouche. Mon père, il a une passion phénoménale pour le français. Ah ouais? Phénoménal. Comment ça? Il adore le français. Il parle... Il a parlé mieux français que l'anglais. Je sais pas, encore une fois, de son passé mystérieux, où il l'a appris. Tu sais, c'est pas une langue... Je suis pas sûr que c'est la deuxième langue officielle en Égypte. Je pense que ça reste quand même l'anglais. Mais je sais qu'ils peuvent, par choix, apprendre le français. Mais où il l'a appris, il le maîtrise super bien. Même s'il y a un accent, son français est impeccable. Mon père, c'est un dictionnaire ambulant. Là. Ah ouais, Il était tellement passionné du français, mais... Pour lui, c'était l'école va te l'apprendre. Bon, c'est pour ça que je parlais pas beaucoup en français, ni moi, mon frère, ma soeur, on commence l'école. Tout le monde pense qu'on est timide. Mais c'est parce qu'on parle pas, on est en train d'apprendre la langue. Ouais. Mais notre cerveau parle déjà 2 langues, l'arabe et l'anglais. Fait que nous, apprendre le français, on l'a appris à une vitesse phénoménale. Tabarnak. Mais l'école, eux, étaient pas certains. Parce que même si moi, mon français devenait bon en première année, là, ben, les profs sont comme, ouais, mais il parle pas. Il est silencieux. Il n'est pas bon, lui, en français. On va t'amener en classe d'accueil. On m'a amené en classe d'accueil, j'arrive en classe d'accueil, aucune faute d'orthographe, je torchais tout, puis la prof est comme, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme, ben non, mais on t'amène en classe d'accueil. Hey, mais pourquoi? On t'amène en classe d'accueil. Parce que j'étais introverti, mais je fais pas de faute d'orthographe dans mes affaires. On me dit de lire un passage d'un livre. Je lis le passage d'un livre, t'as la prof qui me regarde dans même, qui fait, mais tu lis comme... Elle dit, continue de lire l'histoire du livre. Moi, je lis devant la classe, devant tout le monde. Je ferme le livre, je m'en vais me rasseoir, main tranquille. Puis comme, mais de où ça vient? Capacité d'apprendre une langue hyper rapidement. Mais ça m'a aidé à m'intégrer quand même. C'est clair, bro. Ça m'a aidé. Je fais une parenthèse à ton affaire. Juste tu continues là-dessus. Là. Moi, j'ai pas fait une classe d'accueil. J'ai fait une classe de rattrapage orthopédagogique, ça s'appelle. Parce que moi, je suis juste dumb. Tu comprends? J'étais juste pas bon à l'école. Puis, c'est aussi que j'avais un gros TDA non diagnostiqué. Fait que moi, je tombais dans l'une, mon gars, calissement facilement. Puis, tu sais, tu vois, moi, c'est de l'orthopédagogie. T'as dit le mot, je le cherchais. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je me souviens très bien, dans ma classe d'orthopédagogie, avoir un jeune Cambodgien. J'en parle dans mon spectacle présentement. Je brûle ça. J'avais un jeune Cambodgien qui s'appelait Lucas Chomkai. Je le salue d'ailleurs. Que Chris, il était meilleur que moi. Lucas, c'est pas son vrai nom, ça? Hein? Lucas, c'est pas son vrai nom, ça? Mais non, il devait s'appeler... je sais quoi des noms cambodgiens. Hung Bak, là, comme le film de tantôt. Hung Bak, Chomkai. Puis, man, il était meilleur que moi. Puis à ce moment-là, même quand j'étais jeune, j'étais comme... Ben, tu sais, moi, en fait, je le voyais pas, la différence. Là, pour moi, c'était mon ami Lucas. T'sais, moi, je voyais même pas à l'extérieur de ça. Mais aujourd'hui, quand je repense à ça, je fais Chris, c'est donc, mais fucking intéressant qu'un jeune Cambodgien arrive ici, il est dans une classe d'orthopédagogie et il torche un jeune Québécois de souche. Je le dis tout de suite. De Blainville. C'est qu'il y a un clash, clairement. Je l'ai dit tout de suite, c'est pas parce qu'on sait pas parler le français, ou c'est parce qu'on arrive dans un nouveau monde où
la culture est pas la même. Fait qu'on est constamment en train de se dire à qui je parle, comment je parle. Fait que, tu sais, les profs peuvent faire comme « Ah, mais c'est parce qu'ils s'incluent pas. » Non, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de tout vous analyser. Je suis en train d'essayer de comprendre cet univers-là. Je suis en train de comprendre ce que ce style-là mange. Comment ça que ces croquettes sont en forme de dinosaure? Moi, j'ai une sandwich en fromage. Je veux... Qu'est-ce que c'est ça, moi? J'ai jamais vu ça rentrer chez nous. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce style d'affaire-là? Hey, mais West, je veux que dans ma gueule, je veux ça. Non, mais tu comprends-tu? Tout ce qui est autour de moi, je ne le connais pas. Et moi, non seulement je le connais pas, je connais d'autres affaires. J'ouvre mon ragoût, moi, puis les gens, ils me connaissent pas, ils sont comme « C'est quoi ça? » Moi, j'explique c'est quoi avec mon très bon français que je commence à parler. Puis ils sont comme « Ça a pas l'air bon. » Fait que là, évidemment que ça me donne pas envie d'avoir une jasette sur comme « Ben oui, c'est bon, good. » Tu sais, mais c'est ça, j'ai été confronté à observer tellement d'affaires dans mon primaire. Et là, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Troisième année, là, mon sens de l'humour a commencé à sortir. Mon français... la bonne maîtrise de mon français est sortie de façon extravertie. Et là, les gens commencent à venir me parler. Le petit comique, le petit drôle. Commence à faire du sport. Hey, c'est fou, ça, man. Le gars qui parlait pas français, il y a 2 ans. Maternelle, première année, deuxième année. Là, ces 3 premières années-là, j'ai pas parlé, là. Je faisais juste observer. Je me suis fait un peu intimider par certaines personnes parce que tu avais les plus louds de la classe, tu sais, ceux qui se mettent leur Audi à l'envers puis qui pensent que c'est des... Moi, tu parles en avant de la face. Ah ouais, moi j'en avais un, il se mettait son chandail à l'envers puis il se mettait ça puis il se cachait sa tête. Fait que moi, je devais revenir puis expliquer ça à ma mère. Je lui disais, dans ma classe, il y a un gars qui fait ça puis elle a fait, hein? Encore là, il y a un clash, là. Je suis comme, comment ça que lui, il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Super fin, gentil bonhomme, mais tu sais, lui, il fait plein de fautes. Là. C'est rare, pourquoi lui, il va pas en ortho? Pourquoi lui, il va pas en orthopédagogie? Il aurait dû en tabarnak aller en ortho. Je pense qu'il a été, je pense que je l'ai vu une couple de fois, mais... mais tu vois, c'est ça. C'est que, je veux pas parler pour tout le monde, mais parle à n'importe qui vit ce clash culturel-là de bas âge. Ben, cette phase-là d'intégration, il y a beaucoup d'observations, puis il y a beaucoup de prises de décision qu'on prend sur à qui on parle, comment, c'est quoi ça. Ben c'est aussi, mets-toi à l'inverse, dans le sens, moi, mettons, qui est né sur la rive nord de Montréal, à 5 ans, Chabert, je m'en vais. Mais toi, t'es né au Québec, par exemple. Moi, je suis né. Ça fait une différence. Fait que mettons, je nais, je sais pas moi, en Corée du Sud. C'est sûr que les premières années de ma vie, en classe, je suis genre... pourquoi il rit comme ça? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça, c'est cool? C'est sûr là, qu'il y a une période d'adaptation où tu fais... OK, pourquoi ça se passe? Je comprends rien. Moi, j'ai un spag dans un thermos, puis eux autres, ils mangent... D'autres choses. Je comprends pas. Là, il me regarde. Pourquoi tu manges ça? Ça a l'air dégueu. Ah, ben non, pourtant, Guillaume. Ouais. T'sais, pourtant, c'est pas mal. C'est mieux que ton spag. Pourtant, c'est mieux que vos cochonneries que moi en ce moment. Vous êtes ficello emballé. Vos qui bougent dans vos assiettes. Hey, je dis n'importe quoi, là. La première fois, il y a des affaires que je revenais chez nous, puis que même si j'essayais de vanter de genre, on l'achète, mes parents sont comme, mais on va pas payer 6$ pour ça. Les petites boîtes là, avec les bâtonnets, t'as le casseau de Cheese Whiz à part, là. Oui. Tu sais, t'as genre 10 bâtons, mais tu te rends. Ben oui. Honnêtement, moi, j'ai vu ça, j'ai fait, hey, c'est du génie, wow, je veux ça. Hey, quand j'ai dit ça à mon père, il dit, c'est quoi cette bouffe de pauvre, là? C'est quoi, tu mets les bâtons dans le Cheese Whiz? Il dit, lui, il voit ça, ça vient en paquet de 8, ça coûte 6$, puis il est comme, mais le pot de Cheese Whiz coûte 5$. Va t'acheter le Cheese Whiz, tu trempes ce que tu veux là-dedans. Oui. Fait que j'ai trempé des cornflakes dans le Cheese Whiz. T'as-tu goûté au Dunkaroos? Les seules fois que j'ai pouvais les goûter, c'est des amis qui font comme goûte, puis je goûte à des j'ai goûté aux affaires des autres. Ça, d'ailleurs, c'était une affaire, man, qui avait pas de crise de sang. J'en parlais avec ma mère. Genre, nos lunchs dans le temps, je sais pas pour toi, là, mais moi, mes lunchs quand j'étais jeune, et mes amis aussi autour, là, il y avait tout le temps un calice de dessert, là. C'était connu, là. Tout le monde avait un May West, tout le monde avait des Dunkaroos. Tu sais, du chocolat, là, tu sais. Aujourd'hui, tu penses à ça, là, un lunch d'enfant du primaire. Tu vas pas coller ça un gâteau dans le lunch, Je serais curieux de voir en ce moment c'est quoi leur lunch. Je suis vraiment curieux. Les gens qui écoutent le podcast présentement, qui ont des enfants, c'est quoi les lunchs que vous faites? Putain, on est curieux. Primaire puis début secondaire. Je serais curieux, moi, il arrive au secondaire 2.
t'ouvres ta boîte à lunch, t'as tes amis, là. Tout le monde est sur TikTok, là. Tout le monde est conscient que c'est quoi des lunchs de pauvres, là. Tout le monde est conscient. Tout le monde sait c'est quoi un mauvais lunch. Ah, ça a l'air nul. Mais Chris, attends. Je veux savoir, qu'est-ce qui... À tous les parents, qu'est-ce que vous mettez dans la boîte à lunch de votre enfant en secondaire 2? Premièrement, secondaire 2, si tu fais pas ton lunch, t'es un peu loser. Ça, c'est de un. De deux, il y a la cafétéria. Moi, j'ai beaucoup de mes amis au secondaire qui c'était comme, ils ont leur argent, ils vont à la cafette. Puis ça, moi, j'ai trouvé chanceux, man, parce que j'étais comme la bouffe de cafette, ça a l'air. Moi, j'avais tout le temps mon sandwich nul, puis whatever. Ah, même ça m'a fait. J'avais connu un de mes amis, moi, ça, c'est fin. Ça, c'est vraiment weird, mais lui sa mère, elle faisait des grilled cheese le soir, qu'elle mettait dans un sac Ziploc, et lui, il le mangeait le lendemain. Qu'est-ce que ça compte ça? Puis là, j'étais comme, je veux ça. Fait que là, je m'étais mis à faire ça. Eh oui. Ma mère a fait ça aussi. Puis moi, j'avais souvent mon lunch dans un sac IGA en plastique. C'était nul, là. C'était pourri. Très semblable. Très semblable. Ah ouais? Puis, Chris, un blanc qui fait... Honnêtement, je suis surpris. Je pensais que c'était vraiment... T'es surpris de... Tu pensais que ça allait être quoi? Que c'est juste des immigrants qui font des sacs de... Chris, t'es fou? Des grilled cheese. Moi, tous mes chums, on avait ça, là. Mes amis, là. C'était comme t'arrivais avec ton vieux si, sac de t'es riche, tu viens de Fontainebleau. C'est des lunchs le fun, non? Ouais, mais c'est parce que moi, écoute bien, là. Une boîte à lunch, là, ça se perd assez rapidement. Okay, là, ouais, tu comprends? Moi, une boîte à lunch, t'arrives avec ça, whoop, hey, mets ça, je m'en vais jouer au hockey cosum, je reviens, et où la boîte à lunch? Ah, je l'ai mis où? Ah, ouais, je l'ai oublié sur la table, elle a été ramassée. Elle a peut-être des objets perdus. Ah, j'ai pas le temps. Terminé. Ouais, c'est ça. Puis ma mère, elle disait, ah ouais, ben, regarde, ça va être un sac en plastique, mon homme. Ça, ma mère, elle a compris ça il y a longtemps. Aussi. Ma mère a compris ça depuis longtemps. Sac en plastique. T'as pas le temps de développement durable aussi. J'en des parle avec ma blonde des fois. Ah, des Tupperware. Des Tupperware. Il y a des gens qui arrivaient avec des Tupperware. Ah, ça, moi, mais j'en ai. Clac, quatre mais côtés ça, moi, j'en ai perdu dans des casiers, mon gars. J'en ai vidé. Tu sais, à la fin de l'année, là, quand tu vides le stock dans le casier, là, ah oui? 13 Tupperware, moi, avec la bouffe. Dis ça un immigrant, moi, dans ma génération, un Tupperware, ils vont faire comme moi, ils Tupperware. Une boîte de margarine, c'est un Tupperware. Mais non, là, je vais là-dedans. Un sac pour le pain. Un sac pour le pain. C'est un sac à lunch. Un sac à dos. Mets ton livre là-dedans. Ton livre dans un sac de... T'es du haut-tang. Des sacs de pom-pom. Un gros sac Ziploc, là. Mais mets ton devoir là-dedans. Plie-les comme faut. Ça se ramène très bien. Ah ouais, moi aussi, j'étais au secondaire. Les autres, des gros sacs de Ziploc avec du weed. Moi, je suis comme, hey, ça, c'est mon sac à lunch. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais, t'as-tu connu ça, les genres de pots en aluminium? Que le monde avait comme leur weed là-dedans, leurs affaires. Oui. T'as-tu connu ça? Mais oui. Moi, ça, à chaque fois, tu sais, souvent, c'était nos grands-mères qui avaient ça parce qu'il y avait des biscuits là-dedans. Je sais pas si ça... Oli a allumé. Ben oui, les rond, t'avais tous les biscuits, toutes les sortes. Oui, Pyrouline, toutes les oui. Mais mettons, ça... Oui. Mettons, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez un ami, faire ah, yes, une pyrouline, tout ça, c'est du weed. Ah, come on, Carly, j'ai le goût d'un sucré. Moi, ces boîtes-là étaient dans le garage, t'ouvrais ça, pis c'était toutes des vis pis des clous rouillés. Mon père, c'est parti à un garage. Un coffre à outils. Un coffre à outils, man. Tout ça, t'as des clous rouillés. Ça a l'air bon, ces petits biscuits-là. Ça, c'est égyptien, ça? Des voyons, c'est des Alinki. Tout qu'il y a des Alinki dans la boîte à biscuits. Ça me tentait de manger de la bouffe d'ailleurs. Pourquoi je vois des bottes en ce moment? Pourquoi je vois des vis? Ah, c'est drôle. C'est drôle, ça. Parenthèse fermée. Fait que oui, quand j'étais quoi il y a 15-17 ans, ben j'étais encore dans des clashs culturels encore. En fait, tout ce qui est intéressant... Qui mature avec le temps. Toi, ce qui est intéressant, c'est ton problème. Pas ton problème, mais le truc de la double culture. Ça, je sais que t'en jases dans ton show. Mais ça, j'en ai parlé beaucoup avec une amie aussi humoriste qui s'appelle Doua Kachache, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais l'espèce de OK, t'arrives d'ailleurs, t'as une famille de l'extérieur, que d'autres, tu sais, une autre religion, d'autres façons de faire, d'autres, tu sais, la bouffe, pas pareil tout. T'arrives au Québec, ton but, c'est de t'intégrer au Québec le plus possible. Ouais. Comme tu dis, apprendre le français, goûter à des fucking trucs au Cheese Whiz, peu importe. Tu découvres des trucs, mais là, tu vieillis, puis c'est... Là, je suis qui, là? Parce que là, il y a une partie de moi qui est Roland Assal, qui est le Québécois, mais il y a une partie de moi qui est Rolly Assal, qui est le fils à mon père et ma mère, qui est totalement autre chose. Fait que t'es entre deux trucs, tu sais, ça devait être difficile quand même aussi de naviguer là-dedans. C'est hyper difficile, ça a changé des décisions que j'ai prises. Évidemment que je vais essayer de sortir la phrase « Je n'ai pas de regrets ». Je n'ai pas de regrets. No regrets. No regrets. J'en ai plein.
Le premier, c'est d'avoir aplati les cheveux pour être dans ton band emo. Ouais, ça, on en reparlait. Là. Non, on en parlait dans pas long. Non, c'est justement de vouloir, d'avoir pris des décisions pour plaire à mes parents, mais pas nécessairement dans la direction que moi je voulais aller ou que moi je pensais que c'était la bonne d'aller. Intéressant. Puis tu sais, la première de base, avec n'importe quel immigrant avec qui tu vas parler, ça vient tout le temps de genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La job. Tu sais, comme, ben tu sais, nos parents veulent avoir une bonne job, médecin, architecte, des grosses affaires, puis que tout autre genre de job, genre, t'essaierais d'expliquer à mon père, genre, moi je travaille je suis directeur artistique en marketing. Mon père, comme, hein? Tu comprends pas? Ça construit pas. Qu'est-ce que tu construis? Tu guéris qui? Ça marche pas. Il y a pas. Tu guéris qui? Non, mais tu sais, comme, elle fait quoi concrètement? Pour eux, un travail et un job, c'est trop flou. C'est comme. Tu sais, mon père, il était pas, j'exagère un peu, mon père était pas comme ça, il comprend. Ma mère, c'est. Elle arrivait avec ses connaissances, puis évidemment que tu arrives ici, il y a plein d'affaires que tu sais pas. Là. Évidemment, un directeur artistique, elle sait pas c'est quoi. Une agence marketing en général, elle n'a pas creusé là-dedans. C'est pas ça qu'on y apprend dans son pays, puis c'est bien normal. Fait que moi, comme je t'ai dit, le monde s'ouvre à moi sur 1001 options, mais en réalité, je suis restreint aux options qui plairaient à mes parents. Fait que le secondaire, c'est... Moi, je veux être comédien, je veux être acteur. Comment que je fais cette proposition-là à ma mère? Pour qu'elle me regarde et fait comme... Ben non. Tu vas pas être ça. Fait que, tu sais, c'est un peu briser un peu mes petits rêves que je me bâtissais. Ouais, puis là, tu peux pas dire non, hey, moi, je fais ce que je veux, parce que là, tu fais, attends, là. Non, tu fais, mon père, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ce que tu veux. Tu fais ce que. Tu vois, ça, c'est ce que je veux. Non, tu sais, c'est comme. Non. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ah, man. Fait que. Mais ça a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Fait que j'ai fait des décisions pour d'autres que je voulais faire anyway. Fait que, tu sais, quand je suis allé à l'université, ma mère avait des études, j'ai fait un bac, mais j'ai fait un bac en administration. T'as fait un bac en admin? Non, j'ai fait un bac en com. Mais elle, tu sais, je veux dire, j'ai essayé de pimper un peu l'affaire. Tu comprends? Attends, quand tu veux dire pimper, tu veux dire. Mon gars, le meilleur coup ever que j'ai fait, c'est quand je suis arrivé au cégep. J'ai dit à ma mère, je rentre en administration. Ah, c'est quoi? Des maths. J'ai des cours de maths. Je fais des maths. Je peux devenir médecin avec ça. Elle fait, peux-tu devenir médecin? Je fais, oui, je peux devenir médecin. C'est pas une joke ce que je te dis là. Mes parents, non, je peux devenir médecin, ingénieur, tout ça. En réalité, c'est que je suis rentré en sciences humaines administration. Ça veut dire que tu fais des maths pendant 2 sessions, puis le reste, tu choisis ce que tu veux faire. Fait que c'est une façon de... Tu sais, t'avais sciences pures. Je savais pertinemment que j'allais pas faire sciences pures, j'allais pas devenir médecin, rien de ça. Fait que j'essaie de trouver une façon de rentrer dans les choix que je vais vouloir faire dans le futur, mais un peu faire croire à mes parents aussi que ça peut s'en aller dans leur direction à eux aussi. Fait que j'ai fait sciences humaines, administration. Ça m'a permis de faire mon bac en com après. Puis là, après ça, dans ma vingtaine, j'ai eu mes jobs que je voulais. Puis arrivé à 30 ans, j'ai fait peut-être dû pour faire le rêve que je voulais faire quand j'avais 12 ans. Là. Man. J'ai pas spawn de 20 ans. C'est intéressant qu'on arrive à ça parce que je veux qu'on en parle, mais juste avant, l'affaire que je trouve qui est positive là-dedans, c'est que ce que je trouve le fun de ça, c'est que t'as beaucoup de cordes à ton arc maintenant. C'est ça. C'est que ça fait que, oui, puis man, tu m'aurais dit ça quand moi j'avais 17-18 ans puis que je voulais clairement que faire de l'humour et rien d'autre parce que je coulais toutes mes cours au cégep, puis si j'étais pas prêt à l'école de l'humour, je prenais une sabbatique. Là. Moi, je me préparais à avouer ça à mon père. Là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je me dirais ça à 17 ans, je ferais non, fuck you, ta gueule, je fais ça. Mais je suis jaloux, en quelque part, ou envieux, de pas avoir goûté à plusieurs choses pour avoir des skills dans la vie. Tu sais, toi, t'as plein de force dans la vie, malgré le fait que t'as pilé sur tes rêves pendant 10 ans. Ouais. T'as développé des forces qui te servent aujourd'hui. Ouais. J'ai comme 20. 20 ans, excuse-moi. 20 t'as pilé. Ouais, là, ça commence à être triste. Mais quand... c'est vrai. 20 ans de... fucking... Fait que t'as fait quoi? T'es rentré en admin,
Là, tu as dit, OK, je fais des maths, blablabla, mais toi, tu voulais être acteur, tout. Ouais. Moi, je voulais être dans l'entertainment, puis c'est hyper contradictoire parce que jeune, j'étais un peu le... Non seulement je te disais que j'étais un peu le fou du roi à l'école, je m'étais inscrit en art dramatique, tu sais, tout ce qui était jeu, théâtre, je le faisais. Ma mère était fière, mais elle était fière de son fils qui est comme devant l'école, il fait un sketch, tout le monde rit, mais t'es comme... C'est un plaisir. Elle voyait pas ça comme un skill de quel humain je suis en train de devenir. C'est un loisir, là. C'est ça, elle, c'est juste il s'intègre bien, il joue, cool, mais le sérieux est à côté, alors que moi, clairement, j'étais comme, non, je pense que c'est ça que j'aime faire. Fait que tout ce que j'écoutais à la TV, j'écoute du Michel Courtemanche, genre en loop. Wow. Puis elle me regardait ça, puis elle fait comme, c'est bon, hein, tu sais, comme, mais ce qu'elle voit à la télé, pour elle, c'était inatteignable. Fait qu'elle, elle me faisait montrer l'univers de l'entertainment. Elle me le faisait montrer. Voici ce qui se passe au Québec, c'est le fun. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, j'étais juste en train de lécher ça, puis en faisant comme... J'ai le goût de drummer, moi aussi. J'ai le goût de drummer avec ma tête, moi aussi. Tu comprends? Ah, ouais. Alors qu'elle, elle faisait juste me dire, partie de la culture québécoise, regarde comment c'est beau, être à la télé, tu sais, mais toi, tu y seras jamais, mais regarde comment c'est fun. Puis moi, la graine était semée, puis je suis comme, un jour, il faut. Puis ce jour-là est arrivé à 31 où j'ai fait... Là, je pense que j'ai tous les outils nécessaires pour être conscient des choix que je fais moi. Okay. Même si elle ne serait pas d'accord et qu'elle ne l'était pas, on était rendu à une étape de notre vie où... Quand tu payes de l'impôt, à un moment donné, je pense que tu peux prendre tes propres décisions. À un moment donné, décisions. je peux prendre mes décisions moi-même. Puis je sais que ce moment-là, c'était quand tu as rencontré Paul Taylor. Oui. En travaillant au Apple. Ouais. Fait que tu as travaillé au Apple pendant un bout. C'était ma première job après mon bac. C'est ça. Fait que toi, t'es rentré chez Apple dans le temps où Apple, c'était un peu weirdo, là. Ouais. Les gens qui avaient Apple, c'était genre, 2007. Comment ça se fait que vous avez des grosses ordi de couleur, vous autres? C'est bizarre. Vous êtes des gens riches, mais c'est bizarre. Vous êtes des gens riches, mais bizarre, ça fonctionne un peu bizarre. Oui. Toi, tu travaillais là, toi, au début, toi? 2007, j'ai commencé. Toi, quand Steve Jobs est mort, t'as pleuré. Oui. C'est pas une joke. Non, mais tu sais comment il est? Parce qu'il l'a dit. Parce que tantôt, j'y parlais personnellement de mes secrets. Puis j'ai dit, tu sais, puis on parlait, il est hyper émotionnel, notre affaire. Là. Puis là, je disais, non, mais beau, je dis, moi, quand Steve Jobs est mort en 2011, j'ai pleuré. Puis j'étais hyper sérieux. Lui, il se met à rien de ma gueule. Puis t'es comme, non, attends, on va en parler tantôt. Fait que c'est ça. Fait qu'on en parle présentement. Parce que tu m'as dit, mais sur une note plus intéressante, parce que tu m'as dit qu'il a changé ta vie, Steve Jobs. Ouais. Travailler chez Apple a changé ma vie. Pourquoi? En quelque sorte. Tu vois, ça fait partie de mes non-regrets, en fait. En fait, j'ai pas de regrets parce que si j'avais pas travaillé chez Apple, j'aurais peut-être pas développé les compétences technologiques, puis le côté geek que j'ai en moi serait pas ressorti dans mon humour aujourd'hui non plus, tu sais. Fait que ça a changé ma vie pour plein de raisons. T'arrives là, 2007, Apple, déjà, il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose que les gens voient encore là. C'est quoi ça? C'est quelque chose de spécial. Le monde avait de la misère à dire que c'était de la merde parce que leur boutique était phénoménalement belle, leurs produits étaient fucking beaux, fait que tout le monde était curieux. Fait que j'avais l'impression de faire partie d'une forme de rareté curieuse où les gens, s'ils n'avaient pas l'argent, ils ne l'avaient pas, ce désir-là de technologie hyper avancée, hyper conviviale. Puis que moi, j'étais comme, Chris, j'en fais partie, de un. Fait que de faire partie d'une culture technologique hyper riche en 2007. De deux, travailler dans le meilleur service à clientèle sur la planète. Parce que ça, c'était la science d'Apple. C'est pourquoi que les gens revenaient dans un Apple Store. C'est que le service à la clientèle était à un niveau inatteignable. Moi, je rentrais dans un Gap, puis que la personne ne me dit pas allô. Ou aujourd'hui, là, pour moi, le service clientèle est tellement important que quand je vois un service à clientèle de merde, je suis pas capable. Je ne tolère pas. C'est pour ça que tu magasines plus chez Zara. C'est pour ça que je vais plus chez Zara. Right at you, bitch! À ce temps, je vais chez Arden. Chez Arden? Mais attends, Zara, parenthèse pour ce que tu dis. Zara, je me rappelle être allé là. C'est plate parce que il y a beaucoup de beau linge là-bas. Mais je suis allé là avec ma mère un moment donné, bro. Et je me rappellerai toujours, elle achète de quoi et la caissière, elle pogne son affaire puis elle le lance dans le sac. Puis ma mère est tout petite, là, genre 5 pieds, même pas, 4 pieds 9. Elle regarde la madame, elle est comme, OK. C'est ça quand il fait. Elle est comme, OK. Et ça, est-ce que ça fait partie de la politique? Lancer le linge dans le sac? La madame est comme, Mais la madame, la fille de fucking 17 ans, qui a juste le goût d'aller, genre, voir son chum, fucking, I don't know, hostie. Ma mère. Ça fait partie de la politique du magasin? Lancer des. Parfait. La gérante est où? C'est moi la gérante. Ah, c'est toi la gérante.
En tout cas, ça fait vraiment une belle image à l'entreprise. Elle s'en va, puis moi, je suis à côté, je suis comme, bonne journée. C'est ce que j'adore des mères québécoises. Moi, ma mère, ça aurait été. Elle aurait vu ça, elle fait comme. Elle aurait payé. Merci. On serait sortis, genre, elle aurait fait comme. Ils sont très mal élevés, la fille. Ses parents sont dégueulasses. c'est ça. C'est comme. Hein? Non, c'est comme très mal élevé. Ça, là, non. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Quand je suis sorti de ma j'ai fait, mais comment, c'est mal élevé ce que tu viens de faire. Tu vois le clash. Tu comprends-tu le clash? C'est phénoménal. Comme ça. Mais bref. Fait que, service quand j'ai travaillé chez McDo. Premier job, c'était McDo. Oui, deuxième job, j'étais gérant chez McDo à 17 ans. Oui, ça existe. J'étais le premier gérant McDo au Canada. Mineur. Parce que je suis pas une joke. Normalement, c'est 18 ans, mais j'avais pas 18 ans encore, mais je méritais d'être chef de corps. Fait qu'ils ont fait une exception. J'ai été gérant à l'âge de 17 ans pendant genre 9 mois. C'est bon, man. À 17 ans, je gérais, moi. Bro, ça m'étonne pas, man. Je gérais des gens qui crachaient dans les burgers. Ton père est tellement fier, c'est sûr. Attends. Tu crachais dans les burgers? Non, ça, c'est un mythe. Ah, je crachais pas dans les burgers. Juste dans le filet de poisson. Mais c'est pour ça que personne prend le Chris dans le filet de poisson, man. C'est quoi cette sauce-là qu'il y a dedans? Oh, wow. Bref, on déconne. Service à clientèle. J'ai appris c'est quoi un service clientèle genre digne du plus haut. Ouais. Du plus haut niveau. Fait que ça m'a appris à gérer les humains en général. À gérer des humains, des bons humains, à gérer des clients fâchés, des gens. Mon tabarnak de d'iPod fonctionne pas, Chris. C'est comme, peux-tu m'arranger ça, toi, Carlis? Puis moi, dans mon service clientèle le plus top, qu'on nous a outillés, sur. C'est de la psychologie qu'on nous a enseigné. Comment parler à ces gens, comment parler en général, comment servir quelqu'un, comment lui poser des questions poliment. Le meilleur exemple, là, c'est quand tu achètes de la technologie, savoir quel ordi tu prends ou quel iPhone tu vas acheter, il faut tellement que tu poses des questions à la personne pour savoir exactement ce qui va répondre à ses besoins. Ouais. Tu es d'accord avec moi? À date? Oui, je suis avec toi. Bon, tu peux pas juste dire, tu veux un ordinateur, pogne lui. Ce qui était tout le contraire des Best Buy de ce monde puis des Future Shop. Leur service clientèle était pas bon. Apple, c'était pas ça qu'on voulait comme mentalité. Fait que quand la personne arrivait, fallait trouver une façon de lui dire que je vais te poser toutes les questions du monde pour savoir tout simplement qu'est-ce qui va mieux répondre à tes besoins pour que tu sois heureux et content et fier de ton achat puis que tu puisses revenir. Ça, c'est la base de la science du service clientèle Apple. Puis pour le faire, on nous disait, la bonne façon de le faire, c'est t'accueilles la personne, puis tu commences à lui poser des questions qu'on appelle probe. Tu probes la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle va choisir. Mais tu dois lui demander la permission que tu vas lui poser des questions pour qu'elle sache pourquoi. Fait que, pour savoir exactement le bon modèle de laptop, est-ce que c'est correct que je vous pose quelques questions pour comprendre exactement tes besoins, puis savoir si c'est plus le 13 pouces ou le 15 pouces qu'on s'enligne? La personne me donne son accord, elle dit « Oh oui, tu peux me poser des questions. » Là, je peux y aller. Parce que j'ai fait l'erreur... Est-ce que tu t'es fait battre, John? Non, j'ai fait l'erreur à ma première semaine. Première semaine, on m'enseigne tout ça, là, chez Apple. C'est comme ça qu'on fait le service à clientèle. Je fais parfait. Un monsieur qui rentre. Je travaille au Carrefour Laval. Monsieur, là, italien, là, tu sais, je fais lécher par un monsieur, là, genre, tu caches, là, tu intimidant, là, comme en anglais, comme hi, yeah, I'm looking for a computer. Laptop, je suis comme, oh, you're looking for a computer. Yeah, I'm looking for a laptop for my daughter. Moi, je ne demande pas la permission, là. J'ai dit, oh, cool, how old is your daughter? Il m'a regardé, il fait, why the hell do you want to know that? What's your problem? Je suis comme, non. Comme, are you the one flirting on the floor? Comme, c'est-tu toi qui flirtes sur le plancher? Mais à quel âge ta fille savoir quel laptop? As-tu 12 ans? As-tu dit? Non, Mr. Mais tu vois comment que ça a brisé la relation? Ouais. Lui, il a vu ça comme genre... dire, I'm gonna ask you some questions. Questions to know exactly what you know? You know? You know? Tu sais? You know? Non, j'ai juste dit à quel âge ta fille. C'est vrai que c'est bizarre comme question quand elle serait hors contexte. Your daughter, is she single? Je suis single, tu sais? Fait que. Bro, OK. Mais je sais que là, le podcast tire à sa fin. Mon chum. Tu veux savoir pourquoi je me défrise les cheveux? C'est plate parce que ces podcasts-là sont de durée d'1 heure. Mais toi, je sais que. On pourrait parler pendant 8 heures. pendant 4 heures. Ça, pourquoi tu vas venir à Jean en famille bientôt avec. Monde. Du monde. On va pas dire c'est qui déjà. Mais avant de terminer, je veux savoir. Ouais. La question qui te tue. La question.
Ferme les lumières, René, s'il vous plaît. La question qui tue. On peut-tu le faire pour vrai? Ça se fait-tu? Fermer les lumières, la question qui tue. Ben, je Et tu rallumes? ne fermerai pas les lumières, là. OK. Mais la question qui tue, en fait. Rolly. Ouais. Si c'était à refaire. Ouais. Et que tu avais le choix là, de repartir à zéro, là, de repartir à 17-18 ans, tu referais-tu exactement le même chemin que tu as fait là pour te rendre où est-ce que tu es présentement? Oui. Mais à 19 ans, j'aurais dû dire oui à Cindy de sortir avec. Cindy? Cindy. 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 Mm. Pourquoi? Cindy, c'était qui? Elle était très cool, Cindy. Ouais? Mm. On a tous ces petits regrets-là, hein, de genre, moi, je me rappellerai toujours la fois que j'ai le plus fail de ma vie. C'est. J'étais chez nous avec un de mes meilleurs amis de l'époque, à mon secondaire, qui était avec sa blonde. Puis moi, j'étais avec l'ami de sa blonde, puis c'était comme, on se fréquente tranquillement. Et ça fait une couple de fois qu'on chill les quatre ensemble, tout ça. Puis moi, je trippe sur cette fille-là. Que, tu sais, comme je tripais raide dessus, là. Et là, un moment donné, un soir, c'est, on s'en va chez nous et on fait un sleepover. On dort toutes là, tu sais. Parfait. Vous aviez le droit de faire ça, des sleepovers? Bon, mais ça a commencé tard, là, quand même. Là. J'étais genre sur un 4-5, là. Ah ouais. Toi, j'imagine que ça a commencé cette année. Moi, j'ai commencé, Quand t'es parti. Quand je suis parti, je pouvais... même encore là, là, même chez eux. même chez nous, ma mère, comme qui, couchez-vous, là. Ma mère, elle a sa petite caméra, là. Elle a pas le choix de me une regarder. check, là. Rolly! Tu dors où, Rolly, ce soir? Tu dors où, Rolly? Tu dors où, Rolly? C'est constant. Je suis encore sous l'effet de la peur constamment. Non, mais je comprends. Écoute, je comprends ça. Une bonne savate d'une mère égyptienne, ça fait mal. Et je me rappellerai toujours, c'est la première fois de, OK, mon ami dort avec sa blonde dans le lit à côté, ben le lit dans une autre pièce, puis moi, je suis dans ma chambre avec cette fille-là, puis là, c'est, hey, shit, hey, crime, OK, genre, on va-tu se frencher? Il va-tu se passer de quoi, tu sais? Et là, moi, beaucoup trop gêné pour juste parler, juste dire, hey, genre, je peux-tu t'embrasser? Ou, tu sais, juste tu sais, maintenant, c'est tellement clair. Je le dis s'il y a des jeunes qui écoutent présentement le podcast, mais comme si t'es pas sûr de quelque chose, fais pas un move en disant pose la question. Ouais, mais c'est pas le même des films. Ouais, mais les acteurs dans ces films-là sont cancel aujourd'hui. OK? Je sais que t'as écouté The Notebook. Chris, ça se fait plus de même. OK? Tu comprends? Pose la question. Moi, je posais pas la question. Puis je me rappelle, on est couchés dans mon lit, les deux. Puis là, comme, je peux-tu me coucher sur ton chest? Je suis comme, ben oui. Et je lève mon bras, puis je fais juste la regarder. Puis elle me dit, on a une discussion ensemble, puis elle me dit, elle est comme, mais toi, parce que j'ai dit, ben tu sais, moi, si ça me prend pas beaucoup longtemps, moi, ça me prend juste quelques mois pour apprendre à connaître une fille, mais à partir de là, je pense que je serais game de whatever, la Frenchie. On a une discussion de même, puis elle fait, ouais, toi, tu serais game, toi, d'embrasser une fille après comme 3 mois que tu la connais, genre? J'étais comme, ben oui, tu sais. Mais comme moi, je vois pas là, que clairement, c'est genre... Ça veut dire, hey, ça fait 3 mois qu'on se connaît. On est juste les deux. T'étais cave à ce point-là? Vraiment. Là. Puis là, je la regarde, je fais juste faire comme... Ben non, moi, zéro gêné. T'as fait, OK, je peux-tu me coucher sur ton chest? Ben oui. Et là, je lève mon bras, puis je fais, hey, si je pue du dessus de bras, tu me le diras. C'est tout. Il s'est rien passé. Ton friend s'est transformé en genre... Ça s'est passé en moi qui fais, si jamais ça pue, tu me le dis. Elle, il avait fait, ouais. Tu sais qu'elle, elle garde cette anecdote-là de son côté à ses amis, comme, moi, le premier gars, je voulais Frencher, crise de gars calme. Il devait être autiste. Puis je me rappelle que son ami, l'ami qui était la blonde de mon ami, elle m'avait dit le lendemain, genre, hey, là, j'étais comme, pis, avec cette fille-là, tu sais, ça marcherait-tu? Puis elle était comme, tu sais, Jay, la vie, il y a des portes, puis il faut que tu prennes la porte, hein. J'étais comme, Puis t'es comme, non. Je comprenais fuck off. C'est saisir les opportunités, Jay. Voilà. Opportunité. Oui, Rolly, il parlait clairement l'anglais quand il avait 5 ans. D'opportunity. Important. Comme dirait Georges Saint-Pierre, you gotta what you... You've got to take the opportunity and make it the better. Make it the better with your opponent to jab and to not to kill him but hurtful. Roll, mon frère d'âme, mon frère que j'aime, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as fait sous-écoute il y a pas long.
T'as ton spectacle en ce moment que tu recommences à faire tranquillement. T'es en show partout à Montréal. Ouais. C'est quoi les projets qui se passent pour toi présentement? J'anime toujours le Comédia Club de Québec jusqu'à la fin juillet. Tous les vendredis jusqu'à la fin juillet. Donc, les gens de Québec venus au Comédia Club à la Pyramide des Sainte-Foy. On va se voir là, on va apprendre à se connaître. Fin de l'année, mon show revient. Je l'ai rodé quelques fois il y a longtemps. Et il va revenir meilleur, mieux construit. D'ici la fin de l'année, il va ressortir. Je vais annoncer les dates. Donc, mon spectacle d'ici là, je suis sur la scène un peu partout. Le 20 juillet, sur la scène L'Auto-Québec, à 22h, après le show de Rachid Badouri à Juste pour rire, je fais mon spectacle Escale à Montréal où j'invite 4 humoristes internationaux qui viennent de 4 places dans le monde, qui vont être là pour un spectacle d'1 heure sur la scène Auto-Québec à l'extérieur. Ça va être vraiment un fou spectacle. J'ai des très, très bons humoristes qui vont être invités là. Je dis pas c'est qui, mais ils sont excellents. Ils sont magiques. Puis voilà, mois d'août, je vais être un peu à Québec pendant le Festival Comédia. Donc, si on est à Québec, venez me dire allô. Let's go, tout le monde. Allez suivre mon chum Rolly. Personne extraordinaire. Je t'aime tellement, mon homme. On est des bons amis. T'es rendu mon coach, mon chum, mon invité. Bientôt ta blonde. Bientôt ma blonde. Ma femme. M'a te faire des cheese whiz. On va me faire des cheese whiz dans des ziplocs. Merci d'avoir été là, bro. Ça me fait plaisir, mon homme. Confident. Merci d'avoir écouté l'épisode, tout le monde. Je vous le dis et je vous le redis. Pour moi, c'est une victoire que vous preniez au moins 1 heure et quelques de votre temps, que ce soit 10, 15, 20, 30 minutes. Merci d'avoir écouté le podcast. Merci aux gens qui écoutent, l'outro aussi. Je te souhaite une excellente semaine. J'espère que tu as appris des trucs parce que mon chum Rolly m'apprend des trucs, Chris, à tous les jours. Et ce podcast-là, j'ai appris beaucoup avec lui. C'est le fun, c'est intéressant de parler avec quelqu'un qui a un background totalement différent, qui vient d'une famille qui ont une culture différente, puis qui a vécu ici au Québec, puis il y a eu un clash réellement avec les jeunes Québécois de souche qui sont nés ici, qui ont une famille du Québec. Fait que c'est fucking intéressant, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Je l'aime, mon chum Rolly. Allez le voir en spectacle. Allez voir ce qu'il fait, allez le suivre aussi, c'est très important. Je sais que je vous le demande, je vous le dis, et que pour vous, c'est une phrase qui vous passe probablement par-dessus la tête, mais je vous le dis puis je vous le redis. Si tu veux pas partager, si tu veux juste écouter le podcast puis c'est parfait, moi ça me rend très heureux. Mais si tu veux faire un petit truc de plus qui nous aide, c'est d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, mainly sur Instagram. C'est souvent la place qu'on est le plus. Fait qu'allez suivre mon chum Rolly sur Instagram, allez voir ses projets, allez le voir en spectacle. C'est un homme extraordinaire. Allez me suivre moi aussi. Et merci de vous abonner à mon Patreon. Mon Patreon, vous le savez, il y a tous les épisodes à l'avance quand je suis capable. Parce que des fois, je me prends un peu en retard. Je ne suis pas super tête là-dessus, je m'excuse, mais on fait de notre possible. J'essaie d'avoir des invités assez le fun pour les prochaines semaines. Vous allez voir. Restez à l'affût. Mais sinon aussi, sur mon Patreon, ce qui est plaisant, c'est que je mets des épisodes qui s'appellent J en famille, qui est des épisodes avec des amis. On jase pendant quasiment 3 heures. On pose des questions assez croustillantes. On parle de tout et de rien. On rit en tabarnak. Rolly va venir aussi avec d'autres humoristes que reste à décider encore. Mais on a quelques idées en tête, des humoristes que vous connaissez et que vous aimez. Fait que merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et je vous redis et je vous redemande, si jamais ça te tente de venir me voir en show, c'est le 21 juin que ça se passe au Bordel Comedy Club. Et c'est probablement un des derniers shows solo que je fais avant ma captation que je vais faire probablement en octobre prochain. On est présentement en juin, mi-juin en ce moment. Fait que ça va peut-être prendre un petit bout avant que je remonte avec mon show solo sur les planches. Je veux le travailler aussi, je veux l'améliorer, je veux me questionner. Et je veux le capter, puis je veux le calisser sur les réseaux sociaux pour que les gens le regardent gratuit. Le regardent gratuit. Fait que merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans un autre épisode de C'est serré tout le monde. Ciao!